Le Proche et le Moyen-Orient est un foyer de conflit depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Alors, nous allons voir dans cette présentation une synthèse en carte qui en montre les origines. À la veille de la Première Guerre mondiale, le Proche et le Moyen-Orient est occupé en grande partie par l'Empire ottoman, qui laisse une large autonomie aux populations sur lesquelles il assoit son autorité. Cet empire s'étend sur l'Anatolie, c'est-à-dire l'actuelle Turquie, la Mésopotamie, qui correspond globalement à l'Irak, et descend le long de la péninsule arabique bordant la mer Rouge. Cette région de la péninsule arabique s'appelle le Hedjaz et est particulièrement importante pour les Turcs musulmans car on y trouve les deux principales villes saintes de l'islam, la Mecque et Médine, dont la gestion est entre les mains du shérif de la Mecque, descendant, selon la tradition, du prophète Mahomet. L'Empire ottoman a pour voisin à l'est la Perse, qui s'appellera l'Iran à partir de 1935. Le reste de la péninsule arabique est occupé par de nombreuses tribus arabes qui parlent la même langue, mais qui sont rivales les unes des autres. Les Britanniques sont également présents dans la zone depuis le XIXe siècle, voire avant. Ils ont pris possession de l'île de Chypre, au sud de l'actuelle Turquie, et se sont également positionnés en Égypte et au Soudan. Ils ont aussi une importante zone d'influence le long de la côte de la péninsule arabique, bordant l'océan Indien et le golfe arabo-persique, où ils mettent en place des protectorats afin de sécuriser la route maritime vers les Indes britanniques. Alors, la Première Guerre mondiale va modifier cet équilibre. Pendant la Première Guerre mondiale, en effet, l'intervention britannique dans la région va se renforcer, car l'Empire ottoman s'est allié à l'Allemagne. Les Britanniques cherchent donc des alliés pour les aider à protéger leurs intérêts dans la région, et ils vont pour cela s'engager avec trois acteurs différents, leur faisant des promesses en partie contradictoires. Leur premier objectif est de soulever les Arabes contre la présence ottomane. Les autorités britanniques envoient pour cela un agent de liaison, archéologue de formation et bon connaisseur du Moyen-Orient et de la langue arabe, Thomas Edward Lawrence, devenu célèbre plus tard sous le nom de Lawrence d'Arabie. Son objectif est de fédérer les tribus arabes contre les Ottomans, et cet objectif n'est pas aisé car les rivalités entre les tribus sont fortes. Il va s'appuyer dans un premier temps sur Faisal Ben Hussein, qui est le fils du shérif de la Mecque, le gardien des lieux saints, à qui les Britanniques ont promis un grand État arabe sans en fixer précisément les limites, en particulier au nord. Abdelaziz Ibn Saoud, futur fondateur de l'Arabie saoudite, est un autre acteur de cette révolte. Il combat aussi bien les Ottomans que d'autres tribus arabes afin d'agrandir son territoire pendant et après la Première Guerre mondiale. Mais parallèlement à cette promesse faite aux Arabes, un accord secret est signé en 1916 entre le Royaume-Uni et son principal allié pendant la Première Guerre mondiale, la France. C'est l'accord Sykes-Picot, du nom des deux signataires représentant chacun des deux pays, qui se partagent en zone d'influence le Proche et Moyen-Orient. Ainsi, la zone A revient aux Français et la zone B aux Britanniques, comme on le voit sur cette carte d'époque qui a servi à la délimitation des deux zones d'influence séparées par une ligne tracée par les Européens. Cette limite est importante car elle est encore de nos jours la frontière de plusieurs pays de la zone et un siècle plus tard, en 2014, l'organisation État islamique, connue aussi sous le nom de Daesh, se vantera d'avoir étendu son califat au-delà de cette limite symbolique de l'influence occidentale dans la région. Enfin, en 1917, est signée la déclaration Balfour, nom du ministre des Affaires étrangères britannique, par lequel son gouvernement promet à Lord Rothschild, représentant du mouvement sioniste en Grande-Bretagne, l'établissement en Palestine d'un foyer national pour les Juifs. Cet engagement est également en partie contradictoire avec la promesse faite aux Arabes et va entraîner à partir de la fin de la Première Guerre mondiale le début d'une immigration juive vers la Palestine occupée par les Britanniques.
Quelles sont les conséquences de la Première Guerre mondiale et de ces différents engagements pris par les Britanniques? La première conséquence est bien évidemment la disparition de l'Empire ottoman vaincu et désormais remplacé par plusieurs pays dont les frontières ont été en grande partie fixées par les Français et les Britanniques. Un premier traité pour le démantèlement de l'Empire ottoman est signé en 1918 à Sèvres, parallèlement au traité de Versailles. Mais ce traité est rejeté par les nationalistes turcs, sous la direction du général Kemal Atatürk, père de la Turquie moderne, qui reprend les combats contre les Arméniens, les Grecs et les Français et impose le traité de Sèvres en 1923, par lequel la Turquie conserve l'Anatolie et les détroits, mais perd toutes ses possessions arabes. Au sud de la Turquie, reprenant en partie les accords Sykes-Picot, on trouve les zones d'influence britannique et française dans le cadre des mandats de la SDN, la Société des Nations, qui vient d'être créée au lendemain du conflit et qui autorise les Européens à exercer leur autorité sur ces territoires dans l'objectif proclamé de les préparer à l'indépendance. La limite tracée par les alliés européens sépare l'Irak, la Jordanie et la Palestine sous mandat britannique de la Syrie sous mandat français, dans le cadre duquel sont délimitées les frontières de l'actuel Liban, qui regroupe l'essentiel de la population chrétienne maronite. Les frontières des autres pays de la péninsule sont fixées plus tard. Elles délimitent les contours de l'Arabie saoudite, du Koweït, du Qatar, des Émirats arabes unis, d'Oman et du Yémen. Les pays occupés par les Britanniques et les Français obtiennent leur indépendance entre l'entre-deux-guerres et la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, l'Irak devient un royaume indépendant dès 1932. La Jordanie obtient son indépendance juste après la Seconde Guerre mondiale et le sort de la Palestine est confié en 1947 à l'ONU dans un contexte de tensions et de violences croissantes entre les Arabes, les groupes nationalistes juifs et l'administration britannique. C'est également la Seconde Guerre mondiale qui met fin au mandat français en Syrie et au Liban. Les autres pays de la zone deviennent indépendants à différentes périodes du XXe siècle, de 1932 pour l'Arabie saoudite à 1971 pour l'ensemble des pays de l'Est et du Nord-Est de la péninsule arabique, où les Britanniques gardent pendant longtemps une forte influence. Si la Turquie et l'Iran sont des pays de tradition ancienne, héritiers respectivement des empires ottomans et perses, la plupart des pays arabes de la région sont des pays récents, dont la construction s'est largement faite sous influence extérieure. La question identitaire est ainsi fondamentale au Moyen-Orient. Et la volonté de ces nouveaux États de s'affirmer sur leur population et face à leurs voisins va donc exacerber les enjeux existants dans la zone. Alors, pour parler de ces enjeux, nous nous appuierons sur les frontières actuelles des pays de la zone. Et dans un premier temps, nous allons évoquer la diversité des peuples de la région. L'ensemble de la péninsule arabique est peuplé bien évidemment d'une population de culture et de langue arabe, mais la construction des États n'a pas fait disparaître la diversité des tribus et des clans de ce monde arabe. La Turquie est essentiellement peuplée d'une population turcophone originaire d'Asie centrale. L'ancienne Perse est devenue l'Iran en 1935 et est peuplée par les habitants de langue persane. Enfin, on trouve une importante population juive en Israël qui est devenue un État indépendant en 1948. Mais certains peuples caractérisés par une langue commune et par une appartenance culturelle forte n'ont toutefois pas d'État. C'est le cas des Kurdes, dont la population est à cheval sur la Turquie, l'Irak, la Syrie et l'Iran. Autres peuples sans État, les Arabes palestiniens, concentrés dans la bande de Gaza et la Cisjordanie, mais aussi dans des camps de réfugiés dans les pays limitrophes
à la suite des différentes guerres israélo-arabes. Si l'on prend maintenant la religion comme autre critère identitaire, on sait que l'essentiel de la population du Moyen-Orient est musulmane. Mais cette communauté musulmane est divisée en très majoritaires dans la région et les chiites, majoritaires en Iran et en Irak, et qui constituent une importante minorité dans plusieurs pays du Golfe arabo-persique. A noter qu'en Syrie, bien que très minoritaire démographiquement, ce sont les Alaouites, rattachés à l'islam chiite, qui concentrent le pouvoir entre leurs mains par l'intermédiaire de la famille El-Assad. En Israël, la population est bien sûr majoritairement juive. On trouve par ailleurs des minorités chrétiennes importantes dans plusieurs pays, comme en Égypte, avec la communauté copte, au Liban, avec la communauté maronite, et en Syrie ou en Irak, avec les chrétiens d'Orient. Enfin, pour en finir avec cet aspect religieux, le fait religieux dans la région est d'autant plus sensible que s'y concentrent d'importants lieux saints. Bien sûr, la Mecque et Médine, dont nous avons déjà parlé, qui sont les deux principaux lieux saints pour l'islam, mais également Jérusalem, ville 3 fois sainte pour les juifs, les chrétiens et les musulmans, et enfin les lieux saints pour les chiites, que sont comme en Iran ou Najaf en Irak. Une autre catégorie d'enjeux très importants dans la zone est liée à l'importance des ressources que l'on y trouve. On pense bien sûr tout d'abord aux enjeux pétroliers, avec d'importantes zones de production de pétrole et de gaz naturel dans le Golfe arabo-persique et les pays limitrophes. Plusieurs pays de la région figurent ainsi parmi les principaux pays producteurs d'hydrocarbures au monde. L'Arabie saoudite, bien sûr, mais aussi l'Iran, le Koweït, l'Irak, le Qatar ou les Émirats arabes unis. En lien avec le transport du pétrole, mais aussi avec le commerce entre l'Asie et l'Europe, il faut rappeler aussi l'importance géopolitique de passages stratégiques par lesquels passent d'importants flux maritimes. Il y a d'abord le détroit d'Ormuz, qui conditionne l'entrée et la sortie du Golfe arabo-persique et sépare les monarchies pétrolières de leur grand rival, l'Iran. Le détroit de Bab el-Mandeb, au sud du Yémen, porte d'entrée de la mer Rouge pour les bateaux en provenance d'Asie et zone importante de piraterie. Le canal de Suez, nationalisé par l'Égypte en 1956, qui permet le passage entre la mer Rouge et la Méditerranée. Enfin, les détroits du Bosphore et des Dardanelles, faisant le lien entre la mer Noire et la Méditerranée. Rappelons d'autre part que dans cette région aride ou semi-aride, une autre ressource essentielle est l'eau. Si les ressources pétrolières pour les monarchies du Golfe ou le développement technologique pour Israël ont permis de dégager des bénéfices permettant le financement d'usines de dessalement, l'eau reste un enjeu essentiel dans le cadre du conflit israélo-palestinien. Enfin, il faut aussi évoquer les systèmes politiques des pays du Moyen-Orient, qui sont aussi un facteur essentiel pour comprendre les conflits de la zone. En effet, ces pays récents sont soumis à de fortes pressions internes, revendications autonomistes, mécontentement liés à la confiscation du pouvoir par un clan, rivalité entre différentes catégories de population, et sans tradition démocratique, la plupart d'entre eux sont gouvernés de manière autoritaire, sous des régimes différents toutefois. Alors, quels sont ces régimes? On a tout d'abord les monarchies, où le Parlement a de très faibles pouvoirs. Ce sont l'Arabie saoudite, mais aussi le Qatar, les Émirats arabes unis, le Koweït, Bahreïn et Oman, c'est-à-dire les monarchies du Golfe, auxquelles on peut associer la Jordanie. Une république de parti unique, où tout mouvement d'opposition est réprimé avec brutalité. C'est une véritable dictature, c'est-à-dire la Syrie. C'était le cas aussi de l'Irak jusqu'en 2003. On trouve également dans la région des républiques officiellement pluralistes, mais où l'armée et les services de sécurité jouent un rôle essentiel. C'est le cas de l'Égypte, de la Turquie, mais aussi du Yémen.
On a également une république islamique qui est en fait un régime théocratique où les dignitaires chiites ont le pouvoir suprême, c'est l'Iran. Deux républiques aux institutions démocratiques mais où le pouvoir est éclaté entre communautés, l'Irak et le Liban. Et enfin, une démocratie parlementaire mais pointée du doigt par les organisations humanitaires pour sa politique dans les territoires occupés et envers les Palestiniens, Israël. Voilà, les bases sont posées. Nous verrons dans une prochaine vidéo les conflits dans la zone après la Seconde Guerre mondiale.